Le lendemain matin, au moment où j'allais partir, mon père vint à la porte d'entrée d'un pas traînant, avançant à tâtons le long du mur. J'embrassai ma mère et Agnès. « Dimanche sera vite là, dit ma mère. Mon père me tendit un petit paquet, enveloppé dans un mouchoir. Ça te rappellera la maison et nous tous, dit-il. De tous les carreaux de faïence qu'il avait eu peints, c'était mon préféré. La plupart de ceux que nous avions à la maison avaient un défaut. Certains étaient ébréchés ou taillés de travers, sur d'autres motifs s'étaient estompés. Le four ayant été trop chaud. Celui-là, mon père l'avait mis de côté pour nous. Il représentait 2 petites silhouettes. Un jeune garçon et une fille plus âgée. À la différence des enfants que l'on représente en général, sur les carreaux, ceux-ci ne jouaient pas. Ils se promenaient. On aurait pu les prendre pour Franz et moi. De toute évidence, mon père avait pensé à nous en le peignant. Le jeune garçon devançait un peu la fille, mais il s'était retourné pour lui parler. Il avait un visage espiègle, les cheveux ébouriffés. La fille portait sa coiffe à ma façon, pas comme les autres filles qui, elles, la nouaient sous le menton ou dans la nuque. J'avais une prédilection pour une coiffe blanche, dont le large bord encadrait mon visage. Elle me couvrait complètement les cheveux et retombait en pointe sur mes joues, cachant ainsi mon expression à quiconque me regardait de profil. Je me servais de pelures, de pommes de terre pour empêcher ma coiffure. Je m'éloignais de la maison portant mes affaires dans un tablier. Il était encore tôt, les voisines nettoyaient devant chez elles, jetant des seaux d'eau sur les marches et dans la rue. Désormais, Agnès ferait ça, ainsi qu'une bonne partie de mes autres tâches. Elle aurait moins de temps pour jouer, dans la rue ou le long des canaux. Sa vie aussi changerait. Les gens me saluaient de la tête, et me regardant passer, non sans une pointe de curiosité. Personne ne me demanda où j'allais, personne ne me dit un mot gentil. Il n'y était pas tenu. Il savait ce qui arrive aux familles quand l'homme perd son travail. Voilà donc un sujet de conversation. La jeune grillette placée comme servante. Le père a fait tomber la famille bien bas. Toutefois, il ne se causerait pas. La même chose pourrait aussi bien leur arriver. J'avais pris cette rue toute ma vie, sans jamais avoir à ce point conscience de laisser la maison derrière moi. Après avoir tourné au coin de la rue, et m'être ainsi dérobée à la vue de ma famille, il me fut plus aisé de marcher d'un pas assuré, en regardant tout autour de moi. La matinée était encore fraîche, le ciel d'un gris pâle et mat recouvré d'elfes, tel un drap que le soleil de l'été n'était pas encore assez haut pour dissiper. Le canal que je longeais était un miroir de lumière blanche, moirée de vert. Plus le soleil deviendrait intense, plus le canal s'assombrirait, jusqu'à prendre la couleur de la mousse. Franz, Agnès et moi venions souvent nous asseoir au bord de ce canal. Nous y jetions des cailloux, un bout de bois, et même un jour un carreau de faïence en morceaux. Nous plaisons à imaginer ce qu'il pourrait rencontrer au fond. Non point des poissons, mais des créatures dotées d'innombrables yeux, d'écailles, de mains, de nageoires. Franz avait l'air d'inventer les monstres les plus inattendus. Agnès était effrayée. J'arrêtais toujours le jeu, ayant trop tendance à voir les choses telles qu'elles étaient pour en inventer d'autres. Des bateaux glissaient sur le canal en direction de la place du marché. Ce n'était toutefois pas jour de marché, jour où le canal était si encombré que l'on ne voyait plus l'eau. Un chaland apportait du poisson d'eau douce aux étals du pont Géronimus. Un autre chargé de briques voguait au ras de l'eau.
L'homme qui le menait à l'aide d'une gaffe me cria « Bonjour ». Je me contentai de le saluer de la tête, de sorte que le bord de ma coiffe cache mon visage. Après avoir franchi le canal, je me retrouvai sur la grande place du marché, qui, à cette heure matinale, grouillait de gens, se rendant chez le boucher, chez le boulanger, ou allant faire peser du bois à la bascule publique. Les enfants faisaient des courses pour leurs parents, les apprentis pour leurs maîtres, les servantes pour les familles chez qui elles travaillaient. Les sabots des chevaux et les roues des voitures résonnaient sur les pavés. À ma droite se dressait l'hôtel de ville, avec sa façade dotée dont les visages de marbre blanc contemplaient la place depuis les claveaux au-dessus des fenêtres. À ma gauche, on percevait la nouvelle église, où j'avais été baptisée 16 ans plus tôt. Sa tour haute et étroite me rappelait une volière en pierre. Un jour, notre père nous y avait fait grimper. Je ne devais jamais oublier le spectacle qu'offraient d'elfes autour de nous. Chacune de ces étroites maisons de briques, chacun de ces toits rouges en pente raide, chacun de ces canaux verdâtres, chacune de ces portes demeurait à jamais dans mon esprit, minuscule mais distinct. Je me revois demandant à mon père si chaque ville hollandaise ressemblait à cela. Il ne put me répondre, ne s'étant jamais rendu dans une autre ville, pas même à La Haye, à 2 heures de marche. J'allai jusqu'au bout de la place. Les pavés formaient une étoile à 8 branches au centre d'un cercle. Chaque branche pointait vers un quartier de Delphes. Cette étoile représentait pour moi le cœur même de la ville, en fait, le cœur même de ma vie. Franz, Agnès et moi avions joué dans cette étoile depuis que nous étions en âge de courir seuls au marché. Dans notre jeu préféré, l'un de nous choisissait une branche de l'étoile, tandis que l'autre lançait un mot tel que cigogne, église, brouette, fleur, qu'importe, l'objet de notre recherche étant ainsi déterminé. Nous nous précipitions dans la direction indiquée par l'étoile. Nous avions ainsi exploré la majeure partie de Delphes. Restait une branche que nous n'avions jamais suivie. Je n'étais jamais allé dans le coin des papistes, quartier où vivaient les catholiques. La maison où je devais travailler n'était qu'à 10 de minutes de chez nous. À peine le temps qu'il fallait pour faire chauffer une bouilloire d'eau, mais je n'étais jamais passé devant. À vrai dire, je ne connaissais pas de catholiques. Ils n'étaient pas nombreux à Delphes, et il n'y en avait ni dans notre rue, ni parmi les commerçants que nous fréquentions. Non que nous les évitions, mais plutôt qu'ils restaient entre eux. Disons qu'ils étaient tolérés dans cette bonne ville, mais n'étaient pas censés faire étalage de leur foi. Leurs offices religieux étaient célébrés dans l'intimité, dans des endroits modestes, qui, vus de l'extérieur, ne ressemblaient pas à des églises. Mon père avait travaillé avec des catholiques. Il m'avait dit qu'ils n'étaient pas différents de nous, qu'ils étaient plutôt moins guindés. Ils aimaient manger, boire, chanter et s'amuser. À l'entendre, on aurait presque pu croire qu'ils les enviaient. Je suivis la direction vers laquelle pointait l'étoile, traversant la place plus lentement que quiconque, car j'hésitais à laisser derrière moi sa rassurante familiarité. Je traversai le canal, remontai le vieux quai, loup de Langendyck. À ma gauche, le canal longeait la rue. Il la séparait de la place du marché. À l'endroit où loup de Langendyck rejoignait Molenporte, j'aperçus 4 fillettes, assises sur un banc à côté de la porte ouverte. Elles étaient alignées par ordre de taille, de l'aînée, sans doute, de l'âge d'Agnès à la benjamine, d'environ 4 ans. Une de celles du milieu tenait sur ses genoux un bon gros bébé, qui devait sans doute ramper et trotter d'ici peu. 5 enfants, pensai-je, et un autre pour bientôt. L'aîné soufflait des bulles de savon, à l'aide d'une coquille fixée au bout d'un bâtonnet évidé, me rappelant un jouet que mon père avait improvisé pour nous. Ses sœurs bondissaient pour crever les bulles, sitôt qu'elles apparaissaient.
La fillette qui tenait le bébé ne pouvait guère bouger, aussi n'attrapait-elle qu'une bulle par-ci par-là, bien qu'elle fût assise à côté de celle qui l'essoufflait. La plus jeune, qui par de sa taille était la plus éloignée, n'avait aucune chance d'atteindre les bulles. En revanche, celle qui la précédait en âge était la plus vive de toutes. Elle se précipitait après les bulles et refermait prestement ses paumes autour d'elle. Elle avait la chevelure la plus flamboyante des quatre, aussi rousse que le mur de briques derrière elle. La plus jeune et celle qui tenait le bébé étaient aussi blondes et frisées que leur mère, tandis que l'aînée était du même roux que le père. Je regardais la fillette, aux cheveux cuivrés, attraper les bulles et les crever, au moment où elles allaient éclater sur les dalles grises et blanches disposées en diagonale devant la maison. Elle me donnera du fil à retordre, celle-là, pensai-je. Mieux vaudrait les crever, avant qu'elles n'atteignent le sol, sinon il faudra relaver ces dalles. L'aîné baissa le bâtonnet. 4 paires d'yeux me regardèrent avec ce même regard, qui ne laissait planer aucun doute sur leur parenté. Je retrouvai chez elles divers traits de leurs parents, yeux gris par-ci, yeux noisettes par-là, visage anguleux, geste impatient. « Vous êtes la nouvelle servante ?» demanda l'aîné. « On nous a demandé de vous guetter, » interrompit la jeune à la chevelure écarlate, sans même me donner le temps de répondre à sa sœur. « Cornelia, va chercher ta Niki » lui demanda l'aîné. « Vas-y, toi, Aïlédis » ordonna à son tour Cornelia à la Benjamine. Cette dernière me regarda avec de grands yeux gris, mais ne bougea pas. « J'y vais !» L'aîné avait dû estimer qu'après tout mon arrivée était importante. « Non, j'y vais, moi !» Cornelia se leva d'un bond, devançant sa sœur aînée, me laissant seule avec 2 fillettes les plus calmes. Je regardai le bébé, il se tortillait sur les genoux de son aîné. C'était un petit frère ou une petite sœur? Un petit frère, répliqua la fillette, d'une voix aussi douce et moelleuse qu'un oreiller en plumes. Il s'appelle Johan. Ne l'appelez jamais Jean. Elle dit ces derniers mots, comme s'il s'agissait là d'un refrain familier. Je vois. Et vous, comment vous appelez-vous? Lisbeth. Et elle, c'est Aïlédis. La Benjamine me sourit. Les 4 sœurs portaient de jolies robes marron, des coiffes et des tabliers blancs. Et votre sœur aînée, comment s'appelle-t-elle? Merde. Et surtout, ne l'appelez jamais Maria. Maria, c'est le nom de notre grand-mère, Maria Sins. La maison est à elle. Le bébé se mit à pleurer. Lisbeth le fit sauter sur ses genoux. Je regardai la maison. Elle était certes plus importante que la nôtre, mais elle était moins impressionnante que je l'avais craint. Elle avait 2 étages et un grenier, alors que la nôtre n'avait qu'un étage et un grenier minuscule. Située à l'angle de Molenport, elle paraissait un peu plus spacieuse que ses voisines. Moins à l'étroit que nombreuses maisons de Delphes, prises dans ces enfilades de façades en briques longeant les canaux, dont les cheminées et les toits en gradin se reflétaient dans l'eau verte. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient très hautes. On apercevait au premier étage 3 fenêtres serrées les unes contre les autres, alors que les autres maisons de la rue n'en avaient que 2. La tour de la nouvelle église était juste en face de la maison, le canal l'en séparait. Une drôle de vue pour une famille catholique, qu'une église dans laquelle ils ne mettront jamais les pieds, pensai-je. « Alors, c'est vous la servante, n'est-ce pas ?» entendis-je derrière moi. La femme, sur le pas de la porte, avait un visage large, grillé jadis par la variole. Elle avait le nez bulbeux et mal formé. Ses lèvres épaisses dessinaient une bouche en cul de poule.
On aurait dit que ses yeux bleu clair retenaient un coin de ciel. Elle portait une robe gris-brun et un chemisier blanc, une coiffe nouée serrée autour de sa tête et un tablier moins propre que le mien. Elle gênait le passage. Marge et Cornelia durent la pousser pour se faufiler. Les bras croisés, elle m'examinait comme si elle attendait que je lui lance un défi. Elle voit déjà en moi une menace, pensai-je. Elle me tyrannisera si je la laisse. Je m'appelle Griette, lui dis-je calmement. Je suis la nouvelle servante. La femme se campa sur son autre hanche. Dans ce cas, tu ferais bien d'entrer, me dit-elle au bout d'un moment. Elle recula dans la pénombre, dégageant l'entrée. Je franchis le seuil. De mes premiers instants dans l'entrée, je garderai à jamais le souvenir de ces tableaux. Je m'arrêtai, serrant mon baluchon, et les regardai ahurie. J'avais déjà vu des tableaux. Jamais toutefois je n'en avais vu autant dans une pièce. J'en comptai 11. Le plus grand représentait 2 hommes presque nus, luttant corps à corps. Ne reconnaissant pas un récit de la Bible, j'en vins à me demander s'il ne s'agissait pas là de quelque légende catholique. Les sujets des autres tableaux étaient plus familiers. Nature morte, paysages, bateaux en mer, portraits. Ils semblaient avoir été peints par différents artistes. Je me demandais lesquels étaient l'œuvre de mon nouveau maître. Aucun ne correspondait à ce à quoi je me serais attendu de lui. Je devais découvrir par la suite qu'aucun n'avait été peint par mon maître. Il était rare, en effet, qu'il gardât chez lui ces tableaux. Une fois terminé, il était marchand de tableaux, autant qu'artiste, douce étoile accrochée au mur, et toutes les pièces, ou presque, y compris celle où je dormais. Il y en avait plus d'une 50aine, mais ce nombre variait selon qu'il les échangeait ou les vendait. Allons, viens, pas besoin de rester là, à rêvasser. La femme s'éloignait d'un pas pressé, dans un long couloir qui menait jusqu'à l'arrière de la maison. Je la suivis. Elle entra soudain dans une pièce sur la gauche. Le mur d'en face, sur le mur face à nous, était accroché un tableau, plus grand que moi. Il représentait le Christ en croix, entouré de la Vierge Marie, de Marie-Madeleine et de Saint Jean. Je m'efforçai de ne pas le regarder, mais ses dimensions et son sujet m'impressionnèrent. Les catholiques ne sont pas si différents de nous, avait dit mon père. Nous n'avions toutefois pas ce genre de tableau dans nos maisons, nos églises, ni nulle part ailleurs. Chaque jour, il me faudrait voir ce tableau. Cette pièce resterait toujours pour moi la pièce de la crucifixion. Jamais je ne m'y sentis à l'aise. Ce tableau me surprit tellement que jusqu'à ce qu'elle parle, je ne remarquai pas la femme qui se tenait dans le coin de la pièce. « Eh bien, ma fille, dit-elle, en voilà du nouveau pour toi. » Confortablement assise dans un fauteuil, elle fumait la pipe. Ses dents avaient bruni à force d'en mordiller le tuyau. Ses doigts étaient tachés d'encre. Le reste du personnage, que ce soit de sa robe noire, de son col en dentelle ou sa coiffe blanche bien animée, bien amidonnée, était impeccable, bien que son visage ridé parût sévère. Ses yeux couleur de noisette avaient une expression enjouée. Elle semblait le genre de vieille femme taillée pour leur survivre à tous. C'était la mère de Katrina, me dis-je tout à coup. En plus de la couleur de ses yeux et de cette fine bouche grise qui s'échappait de la coiffe de la même manière qu'elle s'échappait de la coiffe de sa fille, on sentait en elle une femme habituée à veiller sur ceux moins aptes à se débrouiller qu'elle, à veiller sur Katrina. Je comprenais maintenant pourquoi on m'avait amené à elle plutôt qu'à sa fille. Si désinvolte, son regard put-il paraître
Rien ne lui échappait, à sa façon de plisser les yeux. Je compris qu'elle lisait mes pensées. Aussi détournai-je la tête afin que ma coiffe cache mon visage. Maria Fint tira une bouffée de sa pipe et partit d'un petit rire. « C'est bien, ma fille. Dans cette maison, mieux vaudra que tu gardes tes états d'âme pour toi. Tu vas donc travailler pour ma fille. Elle est allée faire des courses. Taneki, que tu vois ici, te montrera la maison. Elle expliquera tes tâches. » J'acquiesçai de la tête. « Oui, madame. » Taneki, qui se tenait auprès de la vieille femme, me bouscula pour passer. Je la suivis, les yeux de Maria Fint rivés sur moi. Je l'entendis rire à nouveau. Tanaki commença par m'emmener à l'arrière de la maison, où se trouvait la cuisine, la buanderie et deux remises. La buanderie donnait sur une cour minuscule, encombrée de linge blanc qui séchait. « Il va falloir que tu repasses ça pour commencer, » annonça Tanaki. Je me retins de lui répondre que le linge n'avait pas été suffisamment blanchi par le soleil de la mi-journée. Revenant dans la maison, elle me montra un trou au milieu du plancher de l'une des remises, avec une échelle pour y descendre. « C'est ici que tu dormiras, annonce-t-elle. Pour le moment, laisse-y tomber tes affaires, tu t'installeras plus tard. » C'est à contre-cœur que je lâchai mon baluchon dans ce trou obscur, pensant aux pierres qu'Agnès, Franz et moi jetions dans le canal, en quête de monstres. Mes affaires atterrirent avec un bruit sourd sur le sol de terre battue. J'avais l'impression d'être un pommier perdant ses fruits. Je suivis Tanaki dans le vestibule, d'où on accédait à toutes les pièces, beaucoup plus nombreuses que chez nous. Près de la salle de la crucifixion, où Maria Fint s'était assise, se trouvait une petite chambre, avec des lits d'enfants, des vases de nuit et des petites chaises, et une table sur laquelle étaient posés pêle-mêle objets en faïence, chandeliers, éteignoirs et vêtements. « C'est ici que dorment les filles, » marmonna Tanaki, peut-être embarrassée par un tel désordre. Plus loin, dans le couloir, elle ouvrit une porte et vit une grande pièce. La lumière y entrait à flots, par les fenêtres de la façade jouant sur les dalles rouges et grises. La grande salle grommela. « C'est la chambre des maîtres. »